pour vous présenter. N'hésitez pas à nous dire d'où vous nous suivez et quel est votre poste et votre intérêt pour les transferts monétaires. Vous avez dans la barre noire en bas de votre écran une section questions et réponses qu'on vous encourage à utiliser pour poser vos questions. Ibrahima, juste si tu peux revenir un petit peu en arrière. Donc, pour poser vos questions, utilisez la zone de questions et réponses. Et vous avez aussi la possibilité de partager vos réactions si vous le voulez, en votant pour des questions qui vous semblent pertinentes, ce qui nous aidera à les prioriser. Donc, comme on l'a dit, Ibrahima, on peut passer à la suivante. Une section questions-réponses pour les questions et une section chat pour vous présenter et les commentaires plus généraux. Si vous posez vos questions dans le chat, malheureusement, on ne sera pas en mesure de les identifier et de les suivre. Donc, pour avoir toutes les chances qu'on puisse éventuellement choisir votre question à la fin de la session, c'est important que vous suiviez cet ordre-là. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Yolette Etienne, qui est la directrice pays d'ActionAid en Haïti et qui a accepté de faciliter cette conversation. Je vais la laisser se présenter et présenter notre panel du jour. À toi, Yolette. Merci encore, Nathalie. Et je suis vraiment excitée de participer et de vous aider à discuter au cours de ce webinaire qui présente le rapport de CALP en français et qui permet de réunir des gens de différents horizons. Déjà, il y a un très grand nombre de participants et de participantes, j'imagine, et j'espère que nous allons passer ces 90 minutes dans une réflexion intéressante et qui nous aidera à avancer et que la participation sera très active et nous aurons tous à en profiter au cours de ce webinaire. Merci encore d'être là et bonne participation. Moi, évidemment, comme Nathalie l'a dit, je suis Yolette Etienne, haïtienne, directrice d'ActionAid et membre du conseil et d'administration de CALP. Et j'ai eu des expériences très intéressantes et je vous assure qu'en général, ces rapports de CALP aident beaucoup à progresser et à avancer au niveau de l'humanitaire. Donc, je suis là pour aider et faciliter cette discussion qui, je vous assure, sera très intéressante et nous guidera dans notre travail. À tout de suite. Alors, Nathalie, je te renvoie le micro. Merci beaucoup. Ibrahima, on peut passer, s'il te plaît. Donc, ce rapport sur la situation mondiale des transferts monétaires en 2020, on peut passer déjà à la suivante, a donc été publié par le CALP en juillet dernier en anglais. Certains de vos collègues ont peut-être suivi la présentation qui a été faite et on est, comme je le disais, très heureux de pouvoir l'organiser aussi pour les praticiens francophones. Donc, le premier rapport, la première version du State of the Art Cash a été publié début 2018. C'était le premier rapport qui dressait un état des lieux globaux des transferts monétaires humanitaires dans le monde. Et on s'est dit, 2 ans après, qu'on souhaitait faire une revue de ces findings parce que la situation et le paysage évoluent très vite. Les pratiques ont beaucoup évolué. Et donc, on souhaitait faire une mise à jour. On a organisé un processus le plus consultatif possible pour ce faire, qui a été l'idée par mon collègue José Rodard, qui est avec nous aujourd'hui, et des consultants et une partie aussi de l'équipe du CALP qui a soutenu le processus. Donc, on a eu énormément d'entretiens à la fois avec des informateurs clés, mais aussi des praticiens des transferts monétaires, des enquêtes quantitatives et qualitatives avec des organisations et des groupes de discussion régionaux en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine pour vraiment avoir les perspectives à la fois des décideurs et des acteurs qui mettent en œuvre sur le terrain les transferts monétaires. Et on a mené, les consultants qui ont soutenu ce travail, ont mené une revue de la littérature de ce qui a été produit depuis 2018. Et comme vous le savez, les transferts monétaires sont un domaine où la production est foisonneuse.
Donc, ça a été un gros travail qu'on est ravis de vous présenter aujourd'hui. Ibrahima, la suivante. Donc, sur la structure du rapport, on a choisi de reprendre la même structure que pour le premier, puisque l'idée était de montrer quelle était l'évolution des politiques et des pratiques en matière de transfert monétaire, des défis et des progrès qui avaient été faits. Je ne vais pas vous présenter en détail les résultats sur chacun de ces chapitres, puisque vous pouvez les trouver en ligne, les résumés en français de chaque chapitre. Ma collègue va vous mettre le lien dans le chat tout de suite. Donc, on vous encourage évidemment à aller voir ces chapitres plus en détail. La majorité d'entre vous, j'imagine, ont vu déjà passer le résumé exécutif en français qui est également disponible. Et pour les plus curieux, il y a évidemment le rapport intégral qui, lui, n'est disponible qu'en anglais. Mais avec le résumé des pages de ces chapitres en français, vous avez quand même l'essentiel des messages et des résultats de ce travail. Donc, on a repris l'essentiel des chapitres, comme je vous le disais. Le premier concerne essentiellement le volume, le financement lié au transfert monétaire. Ensuite, la mesure des progrès, des risques et des défis liés à l'intégration des transferts monétaires dans le système humanitaire. Le troisième chapitre, et pas des moindres, concerne la qualité de la programmation et on y reviendra sur ce qu'on appelle qu'est-ce que des transferts monétaires de qualité. C'était un petit peu tout l'enjeu de ce chapitre. La question des capacités, qui pour ceux qui avaient lu le premier rapport se souviennent, était l'un des obstacles majeurs identifiés pour la mise à l'échelle et la qualité des transferts monétaires il y a 2 ans. Donc, je vous laisse aller lire ce chapitre pour voir où on en est aujourd'hui. Un point sur la coordination, qui était également le deuxième obstacle majeur identifié il y a 2 ans, et on va y revenir tout de suite sur les progrès ou pas qui ont été faits dans ce domaine. Un point sur l'état des connaissances et des évidences sur l'ETM, avec un focus sur l'innovation. C'est quelque chose sur lequel on va pouvoir revenir dans nos discussions. Et l'appui à l'intégration des transferts monétaires dans les systèmes locaux. Donc ça, c'était les 7 chapitres qui étaient dans le précédent rapport. Et on a choisi cette année d'ajouter 2 chapitres. Un sur la protection sociale, qui nous semble être un enjeu très important et de façon croissante. Et évidemment, comme tout le monde ici, on a été un peu surpris dans le processus par la crise du Covid, qui est apparue un peu tard dans le processus de développement du rapport, mais on a choisi d'inclure quand même un chapitre sur la façon dont le Covid a impacté les opérations d'ETM et éventuellement transformé les pratiques. Et donc, on a réussi, grâce à nos membres et aux consultations, à ajouter à la toute fin du processus un chapitre sur le Covid que je vous invite fortement à aller voir parce qu'il y a beaucoup, comme vous le savez, d'apprentissage à tirer de cette crise. On peut passer à la suivante. Alors, ce qu'on peut retenir en gros du rapport, avant d'entrer dans les 4 principaux changements qu'on a remarqués et sur lesquels je vais aller plus en détail, vous l'avez sans doute vu, les transferts monétaires ont connu une évolution considérable depuis 2 ans et on ne parle que de 2 ans, donc c'est quand même en un temps très court, l'évolution est impressionnante. L'utilisation des transferts monétaires a doublé de volume et de façon générale, ce qui ressort du rapport, c'est qu'on les fournit de façon plus efficace. La qualité s'est améliorée. On va revenir dans les détails parce qu'évidemment, il y a encore beaucoup de progrès à faire, notamment en ce qui concerne l'évolution des rôles et des partenariats et de la qualité mesurée du point de vue du bénéficiaire. Et donc ça, c'est des questions qui nous ont semblé particulièrement importantes et sur lesquelles on a envie de se concentrer aujourd'hui. Ibrahima, on peut passer. Donc, 4 grands messages sur lesquels je voulais concentrer la présentation aujourd'hui. Évidemment, la montée en puissance des transferts monétaires, c'est quelque chose qui est visible et sur lequel il faut quand même qu'on s'attarde un petit peu. La façon dont les transferts monétaires à usage multiple, qui ont explosé sur cette dernière période, remettent en question et challenge la structure sectorielle du système humanitaire. La place des bénéficiaires, qui est en théorie
importante et au centre de nos interventions, on va voir qu'en pratique, c'est un peu plus compliqué. Et la diversification de l'écosystème humanitaire sur lequel on va aussi avoir la chance de revenir durant le panel. On peut passer. Alors, sur la montée en puissance des transferts monétaires. Donc, évidemment, ça fait plusieurs années déjà, et avant même le premier State of the World's Cash, avec le High Level Panel, on avait vu qu'on était sur une tendance d'augmentation exponentielle des transferts monétaires. Ça se confirme avec donc un volume qui a doublé entre 2016 et 2019. 91% des praticiens expliquent qu'ils ressentent aussi un soutien bien plus fort des bailleurs envers les transferts monétaires. Ibrahima. Donc, ce n'est pas seulement une question d'utilisation, c'est vraiment aussi une question de financement et une question de soutien de la part des bailleurs qui s'engagent pour cette modalité. Et on l'avait vu déjà depuis 2016 avec le Grand Bargain et beaucoup de changements dans les politiques de financement. Suivant. Alors, cette augmentation du volume va avec une certaine contraction de l'espace de distribution des transferts monétaires, puisqu'on voit que l'augmentation très importante du volume et du financement des transferts monétaires ne va pas avec une multiplication d'acteurs. Au contraire, une plus grosse majorité de transferts monétaires est distribuée par un nombre plus restreint d'acteurs. Et ça, c'est quelque chose qui pose question et sur lequel on va s'attarder par la suite. Suivant. Alors évidemment, la crise du Covid a joué un rôle et donc on attend évidemment de voir les données pour l'an prochain et dans les 2 ans, de voir à quel point cette année 2020 aura pu être un tournant dans l'utilisation des transferts monétaires. Là, on est sur les chiffres jusqu'à 2019 en termes de volume et de financement, mais on a pu voir, je pense que vous l'avez tous senti dans vos pratiques, vos interactions avec les partenaires, que ce soit de mise en œuvre ou les gouvernements, on a vu que la crise du Covid a remis vraiment au centre des interventions le potentiel des transferts monétaires comme outil pertinent pour sauver des vies et maintenir l'assistance malgré un contexte opérationnel extrêmement difficile cette année. Suivant. Alors, le deuxième point sur lequel on veut s'attarder, et c'est aussi quelque chose que nos collègues qui sont sur le terrain, je pense qu'il y a parmi nous des membres de Cash Working Group à travers le monde, ils pourront en témoigner. En termes de coordination, c'était un énorme défi il y a 2 ans. Sans surprise, ça reste un énorme défi. Et on peut même dire que c'est presque un plus grand défi encore, puisqu'en fait, on voit assez peu de progrès en la matière. Notamment sur la portée de la coordination des transferts monétaires, qui doit en avoir la charge, quelles sont les ressources à y dédier. Et parmi tous ces défis, un défi très spécifique qui est mentionné donc, par 66% des acteurs de transferts monétaires, c'est vraiment la coordination des transferts monétaires à usage multiple. Si les transferts monétaires pour les secteurs commencent à trouver une place un petit peu plus facilement au sein des HRP, etc., pour les transferts monétaires à usage multiple, ça reste un vrai casse-tête pour les autres acteurs de terrain. On est encore en plein dans les processus de finalisation des HRP et c'est quelque chose qui nous remonte beaucoup de la part des Cash Working Group. Suivant. Alors, au niveau global, c'est donc une impasse. Ce n'est pas faute de mobilisation. Beaucoup d'acteurs se mobilisent pour essayer de faire bouger les lignes et que des décisions soient prises. 90% des personnes interrogées, et donc comme je le disais, notamment des acteurs de terrain, expliquent que le manque de décision sur la coordination, le manque de clarté sur le leadership et les ressources pour la coordination des transferts monétaires ont des impacts opérationnels majeurs et c'est quelque chose qu'on a pu discuter au niveau du Cash Working Group de Genève en mai dernier avec les Cash Working Group qui nous ont expliqué les solutions qu'ils fabriquent et qu'ils bricolent à leur niveau, mais le temps qu'on peut perdre par manque de décision à ce niveau-là. Suivant. Et donc, le dernier point sur la coordination, évidemment, c'est se tourner un petit peu vers l'extérieur, ne pas se concentrer sur la coordination entre acteurs humanitaires avec les secteurs qui est un vrai casse-tête et qui nous prend beaucoup de temps,
mais c'est de voir concrètement quelle est la place du bénéficiaire dans ce système et dans la coordination des transferts monétaires, dans leur conception et leur mise en œuvre. Suivant. Donc, sur la place des bénéficiaires, on voit que, comme je le disais, le volume des transferts monétaires a considérablement augmenté et les distributions se font de manière plus efficace. En 2018, on avait en fait assez peu de feedback des bénéficiaires eux-mêmes pour comprendre de leur point de vue, est-ce que l'aide reçue est efficace et comment ils perçoivent les transferts monétaires. On a maintenant beaucoup plus de feedback, notamment grâce au travail de Ground Truth Solutions, mais aussi grâce aux partenaires qui font plus d'efforts pour collecter ces feedbacks. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment remonté à travers le rapport. Suivant. On essaye maintenant de mieux prendre en compte les points de vue des bénéficiaires dans le choix des modalités d'intervention, dans le choix aussi des mécanismes de distribution. Et la technologie, par exemple, peut apporter un soutien pour prendre en compte les difficultés de certains groupes, même si ce n'est pas une solution à tout. Il y a 62% des praticiens interrogés qui expliquent que, de leur point de vue, les transferts monétaires, les points de vue des bénéficiaires, pardon, sont maintenant mieux pris en compte dans la programmation et la conception des transferts monétaires. Suivant. Pour autant, on voit bien que ça reste quand même un défi très important et que même si on commence à voir apparaître dans les outils la collecte d'informations et de perspectives des bénéficiaires, ça reste quelque chose qui est quand même difficile pour les organisations à intégrer dans leur conception, qui là aussi vient questionner nos façons habituelles de travailler et de concevoir nos interventions. Et donc, il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour que ces changements se traduisent en pratique. Suivant. Sur le quatrième point, qui n'est pas le moindre, sur la diversification de l'écosystème humanitaire. Donc, comme vous le savez, les transferts monétaires ont un potentiel énorme en matière de diversification de l'écosystème, puisqu'ils permettent de créer des liens avec d'autres acteurs, puisqu'ils sont finalement un flux financier parmi d'autres mécanismes de paiement qui ont lieu quotidiennement dans les écosystèmes dans lesquels on travaille. Suivant. Et donc, en cela, ils nous permettent, sont un outil pertinent pour notamment faire le lien avec les systèmes de paiement de la protection sociale et donc les gouvernements qui, on l'a vu, ont embrassé les transferts monétaires pendant la crise Covid, même si ça s'est fait de façon inégale à travers les continents. Suivant. Et au-delà des acteurs de protection sociale, il y a aussi évidemment tous les acteurs du secteur privé. Donc c'est un point sur lequel on va revenir dans notre panel grâce à l'intervention de Peydounia. Un des obstacles majeurs qui est identifié dans le rapport pour une optimisation de ce potentiel de diversification des transferts monétaires, c'est encore une fois la coordination, où en fait, comme on l'a vu, on a déjà un petit peu de mal à se coordonner entre acteurs humanitaires. Et donc, la connexion avec les acteurs de développement, de protection sociale, le secteur privé, demeure vraiment un maillon faible pour maximiser le potentiel des transferts monétaires sur cet aspect. Suivant. Donc, sur ce dernier point, je vais m'arrêter là. Voilà. Ce qu'on voulait vraiment mettre en lumière à travers cette présentation, et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas les résultats de tous les chapitres, donc je vous encourage encore une fois à aller lire les chapitres en français qui sont disponibles sur notre site. Pauline a mis le lien dans le chat. N'hésitez pas à partager vos réactions avec nous à travers les 10 groupes du CALP et sur Twitter si vous le souhaitez. Ce qui est important à retenir, je crois, c'est qu'au-delà des progrès qui sont identifiés et qui sont majeurs dans ce rapport, la question qu'on doit se poser, c'est comment transformer plus fondamentalement nos façons de travailler pour aller plus loin, notamment dans le cadre des partenariats qu'on noue sur la conception et la mise en œuvre des transferts monétaires, dans la perspective d'être
plus redevable et de travailler de façon plus efficace pour les personnes que nous servons. Et donc, dans ce cas, on ne peut que espérer que la prochaine édition du rapport sur la situation mondiale des transferts monétaires reflètera une réponse qui sera plus diversifiée, plus plurielle, plus locale, mieux centrée sur les personnes qui reçoivent l'aide et dans laquelle on gardera à cœur les principes de l'aide humanitaire basés sur les besoins et distribués de façon équitable. Sur cette note, je pense que je repasse la parole à Yolette pour ouvrir le panel et aller plus loin sur ces différents aspects. Et n'hésitez pas à partager vos réactions dans le chat et poser vos questions dans la partie questions et réponses. Merci à tous. Merci Nathalie pour cette brillante présentation qui est une amorce pour attirer tout le monde à approfondir le rapport pour effectivement améliorer notre travail dans le transfert, les transferts monétaires. Et les points les plus importants que j'ai soulignés et qui justement pourront être approfondis, donc 91% des commentaires, et on a une augmentation des transferts monétaires et il y a un intérêt des bailleurs. Cependant, comme difficulté, il y a quand même la concentration des transactions au niveau de certains groupes d'acteurs. Et le deuxième point, c'est le défi sur la coordination des transferts, particulièrement des transferts à usage multiple. Il y a des initiatives de la part des acteurs de terrain pour qu'il y ait plus de clarté sur la coordination, mais cette indécision au niveau de la coordination a des impacts énormes. On essaie de plus en plus de se tourner vers les bénéficiaires, vers les destinataires des transferts pour trouver des solutions, mais quant à présent, il y a un défi très important au niveau de la coordination. Le troisième point, c'est au niveau de la distribution que l'on reconnaît qui est quand même plus efficace. On a pu quand même avoir les feedbacks des destinataires, des bénéficiaires. ActionAid préfère dire les destinataires. Et 62% des praticiens reconnaissent qu'ils utilisent de plus en plus d'outils pour avoir le feedback des destinataires et avoir aussi, prendre en compte leur point de vue dans l'implémentation des transferts monétaires. Le quatrième point, c'est effectivement encore insister sur ce potentiel des transferts monétaires qui est un outil important dans la diversification parce qu'effectivement, les transferts monétaires permettent de créer des liens avec d'autres acteurs et en ce sens, avec le gouvernement, si on prend en compte, là où encore cela existe, des systèmes de protection sociale, mais en même temps de s'ouvrir vers le secteur privé et d'autres secteurs du développement. Mais encore là, le défi, c'est la coordination, comment mieux coordonner pour effectivement utiliser cet outil comme un potentiel transformatif. Bien sûr, ce sont quelques points que j'ai ramassés dans la présentation de Nathalie et je vous encourage vivement à approfondir ce rapport et effectivement à l'utiliser. Ça va être un élément de référence, ça va être un élément de coordination de notre travail sur le terrain. Bien sûr, c'est le moment pour moi de vous présenter les experts parce que pour alimenter cette discussion, nous avons de brillants experts qui sont là et qui auront à partager leurs expériences avec nous. Il y a d'abord Marie-Rose Romé-Murphy, qui est cofondatrice et présidente de la Fondation communautaire haïtienne Espoir-là, Haiti Community Foundation, la première fondation territoriale nationale. Elle est experte en gestion et stratégie organisationnelle avec 25 ans d'expérience en leadership et entrepreneuriat dans les secteurs de développement humanitaire et la philanthropie. Elle est aussi la présidente de RMC, Romé-Murphy Consulting, axée sur les formules de développement transformationnel articulées et menées par les communautés. Marie-Rose est très impliquée dans de nombreux réseaux internationaux et travaille sur la promotion de l'équité et de la justice sociale. Et nous avons ensuite William Martin, qui travaille avec USAID, qui est expert en relance économique et système de marché. Il conseille le Bureau des affaires humanitaires à USAID sur les questions d'approche basées sur le marché, sur les moyens de subsistance et les transferts monétaires. Il est avec l'USAID depuis octobre 2019, après plus de 12 ans d'expérience sur le terrain dans des contextes humanitaires variés. William est titulaire de master de l'Institut d'études de développement économique et social de Paris 1 Sorbonne. Et nous avons avec nous Yuma. Et Nathalie a fait allusion à Yuma tantôt.
Yuma Fall, qui est cofondatrice et directrice d'acquisition de la start-up PayJunia, la plateforme de transactions financières électroniques, leader dans les paiements en ligne au Sénégal. Et finalement, nous avons Samantha qui va nous apporter une réflexion sur les liens entre aide humanitaire et environnement, notamment sur l'analyse de l'empreinte environnementale des opérations et des crises humanitaires. Samantha anime également le réseau Environnement Humanitaire qui regroupe des organisations désireuses d'avancer sur l'intégration de l'environnement dans leurs pratiques et programmes. Elle a réalisé plusieurs études sur le sujet et a animé de nombreuses formations sur la prise en compte de l'environnement dans l'action humanitaire. Avec ces 4 experts, je suis certaine que vous allez vraiment débattre et approfondir et profiter au maximum de ces instants de réflexion. En ce sens, je vais d'abord passer la parole à Marie-Rose, qui pourra un peu vous dire plus de son expérience. Mais avec Marie-Rose, étant donné que... Une seconde, Marie-Rose. Marie-Rose, avec tout ce que je viens de présenter, et à partir de la présentation de Nathalie, très certainement, nous confirmons qu'il y a eu des progrès importants au cours des dernières années pour les transferts monétaires. Nathalie a affirmé que les montants ont doublé entre 2016 et 2019. Donc, ceci réaffirme le potentiel transformatif de cette modalité au sein du système de l'aide, en particulier dans les interventions humanitaires. Cependant, il reste encore beaucoup de défis à surmonter, particulièrement en ce qui concerne l'inclusivité, qui est votre domaine, Marie-Rose. Est-ce que vous pourrez partager avec nous votre expérience et pourquoi il est si urgent et important de faire mieux dans ce domaine? Avec cette question, je vous passe la parole, Marie-Rose. Vous êtes en mute, Marie-Rose. Je m'excuse. Merci Yolette. Je voulais remercier le CALP et Nathalie et mes collègues. C'est un plaisir de participer et de faire partie de ce panel. Et c'est aussi, surtout un plaisir pour moi de le faire en français. Parce que lorsqu'il s'agit des pays francophones, nous n'avons pas assez l'occasion de discuter de sujets aussi importants lorsqu'il s'agit du développement économique, du développement communautaire et sur le secteur de l'humanitaire. Merci pour la question, Yolette, et merci aussi pour la présentation. Ce que je veux dire, c'est que j'ai beaucoup d'expérience, comme vous l'avez présenté, dans l'humanitaire, le développement communautaire, mais j'ai aussi, je crois profondément je crois profondément qu'il est essentiel que les organisations locales et internationales soient impliquées. C'est une question de non seulement d'équité, mais aussi d'une question d'efficacité programmatique. Donc, je vais essayer d'être très direct lorsqu'il s'agit de ce que je pense qui sont les défis auxquels nous faisons face lorsqu'il s'agit des transferts monétaires et aussi potentiellement quelles seraient les solutions. Je commencerai par dire que l'aide internationale est supposée éliminer le besoin d'un système d'aide internationale. Et je crois que je veux encore un peu le répéter. L'aide internationale est vraiment supposée éliminer le besoin d'un système d'aide international. En fait, c'est ce qu'elle se devrait d'établir en tant qu'objectif primordial. Dans ce contexte, je pense que les transferts monétaires représentent un outil extrêmement important parce qu'il s'agit en fait de pouvoir investir dans l'économie locale et en fait, il constitue un grand pas dans la bonne direction lorsqu'il s'agit de systèmes de programmes créés pour permettre aux membres des communautés affectées par les désastres
à avoir plus de flexibilité dans leur pouvoir d'achat. C'est aussi un système qui permet un investissement dans l'économie locale des communautés impliquées, ce qui est essentiel. Parce que lorsqu'on réalise que, en fait, ce que nous devons rechercher, ce que nous devons supporter, est un système de programme qui puisse supporter l'indépendance et la souveraineté des pays et des bénéficiaires et des communautés affectées, c'est quelque chose d'essentiel. Le développement et l'expansion de l'allocation des fonds du secteur de l'humanitaire est généralement une très bonne nouvelle. Je pense qu'au début, et lorsque nous considérons que comme Nathalie l'a présenté et que vous, Yolette, vous l'avez souligné, en 2 ans, nous avons doublé le niveau et le volume des transferts monétaires. Donc, en général, c'est super. C'est l'idée qu'il y aura encore plus d'investissement dans l'économie locale. Il y aura encore plus, l'idée, c'est d'avoir plus de flexibilité lorsqu'il s'agit de la capacité des bénéficiaires et des membres de la communauté. Vous parliez de ActionAid qui préfère les destinataires. Moi, nous préférons penser aux membres de la communauté, ou en fait les citoyens et les membres les citoyens du pays. Donc, la direction de ces programmes est cependant à questionner lorsqu'on observe 3 facteurs importants. Premièrement, le fait que de plus en plus ces programmes sont gérés par les organisations des Nations Unies et par les grandes ONG internationales, et non par les acteurs locaux et nationaux qui sont mieux ancrés dans les communautés desservies. C'est un point qui est critique et c'est un point qui est inquiétant dans la mesure que si nous voulons vraiment supporter l'indépendance et la souveraineté des communautés locales et des pays du Grand Sud, c'est en fait quelque chose à questionner et une direction qui doit être modifiée finalement. Le deuxième facteur, c'est le manque de coordination entre les différentes organisations qui crée en fait un manque d'efficacité programmatique et d'impact. Lorsqu'il y a beaucoup de réplication et qu'il n'y a pas vraiment une coordination, à ce moment, nous avons en fait, comment dire ça, d'une certaine manière, un gaspillage de ressources et aussi les interventions ne sont pas assez bien ciblées et ne sont pas aussi efficaces qu'elles pourraient l'être. Et lorsque je parle d'un gaspillage de ressources, je parle de gaspillage de ressources non seulement financières, mais aussi lorsqu'il s'agit des ressources organisationnelles qui sont sur le terrain. Et en fait, je veux aussi souligner le fait que lorsqu'il s'agit de coordination, oui, il y a la coordination entre des acteurs de l'humanitaire, mais c'est quoi les acteurs de l'humanitaire? Est-ce que nous parlons seulement des acteurs de l'humanitaire qui font partie des organisations des Nations Unies? Nous parlons des grandes ONG? Ou bien est-ce que nous parlons aussi des organisations locales et nationales qui devraient absolument être impliquées dans les interventions et en fait pourraient non seulement représenter les communautés, impliquer les leaders des communautés et ensuite aider à formuler des interventions qui correspondent bien aux besoins des communautés impliquées et impactées. Le troisième facteur que je voulais mentionner et qui est aussi inquiétant, c'est la déconnexion entre les programmes humanitaires et les programmes de développement. Nous savons qu'en général, dans le contexte des pays occidentaux, en fait, parce que dans le contexte des pays du Grand Sud, les organisations nationales et locales, c'est-à-dire que elles répondent aux besoins de la communauté. Lorsqu'il s'agit, bon, s'il y a des désastres, oui, s'il y a un besoin de développement, elles réagissent.
il n'y a pas une différence absolument marquée entre les deux. Mais en général, lorsqu'il s'agit dans le secteur de l'aide internationale, il y a une différenciation entre le secteur humanitaire et le secteur développement. Il y a aussi le secteur lorsqu'il s'agit de la paix et il y a aussi le nexus. Mais en fait, la réalité sur le terrain, c'est qu'il y a une déconnexion. Et à ce moment-là, ce genre de déconnexion peut engendrer une dépendance des communautés ciblées au lieu de supporter leur indépendance. Parce qu'en fait, naturellement, lorsqu'il s'agit du désastre, c'est super d'avoir des gens qui arrivent là et qui peuvent aider les communautés qui sont affectées et les bénéficiaires. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a un focus qui doit se faire sur l'idée de les aider à se remettre sur pied. Et les aider sans avoir une transition décisive entre les supports lorsqu'il s'agit du désastre et ensuite le fait qu'elle doit se remettre sur pied dans un contexte de développement et pas de communication entre les acteurs lorsqu'il s'agit de l'humanitaire et les acteurs, pas de communication assez serrée, je dirais, et les acteurs, et les acteurs du développement est un problème. Donc, cette dépendance est aussi un résultat de la nature de la programmation de distribution des TM et de leur manque de flexibilité. Il est essentiel que les communautés puissent avoir une position de leadership dans le développement des programmes qui impactent leur vie et leur futur. Les programmes de transfert monétaire offrent une opportunité d'être un vecteur de changement structurel et transformationnel qui doit être exploité. En fait, un investissement minimal et systématique dans certaines modifications programmatiques supportant le renforcement des capacités des organisations et des institutions locales et nationales et dans l'allocation des fonds à ces mêmes acteurs pourrait catalyser ce changement transformationnel et supporter l'indépendance et le développement économique de l'écosystème des pays du Grand Sud. En un mot, c'est ça. Je pense que les transferts monétaires sont vraiment une opportunité de transformation lorsqu'il s'agit du secteur, mais une opportunité qui n'est pas assez profonde et pas assez bien exploitée lorsqu'il s'agit de pouvoir créer un équilibre lorsqu'il s'agit de l'implication des pays du Grand Sud et des communautés impliquées. Merci beaucoup. Merci Marie-Rose. Parfait, parfait. Vous avez très bien mis le doigt sur certains défis importants. Je vois que la question de coordination est revenue, donc c'est clair, dans le rapport, on l'a mentionné, la question de coordination. Mais pour vous, c'est effectivement cette coordination aussi avec les acteurs et identifier les acteurs et le rôle des différents acteurs. Et les acteurs, ce n'est pas seulement les grandes ONG internationales ou les acteurs des Nations Unies, mais il faut de la place pour les organisations locales et également le point de vue. Quand vous parlez de citoyens, c'est évidemment pour dire la place active que les bénéficiaires ou les victimes ou les gens des communautés doivent avoir dans la gestion des transferts monétaires. Et ça revient souvent dans ce que vous dites, c'est qu'effectivement, les transferts monétaires, c'est un outil formidable pour aider à cette dignité, à cette flexibilité et à cette indépendance pour appuyer les organisations, appuyer les gens à avoir le contrôle sur leur vie à nouveau quand ils se trouvent dans des situations difficiles. Et ce qui est intéressant comme perspective, c'est que vous avez identifié des pistes en disant qu'il faut peut-être des investissements au niveau des organisations locales et nationales pour les aider à se renforcer et à mieux participer dans la gestion de ces transferts monétaires. Et voilà, je crois que c'est un peu ce que j'ai retenu et je suis sûre que William, que je compte introduire maintenant, va continuer à approfondir les défis et va peut-être rebondir sur certains points mentionnés par Marie-Rose.
Et Marie-Rose probablement aura le temps de nous faire avoir encore ses points de vue au cours de cette discussion. Merci encore. William, et vous avez la parole. Merci beaucoup, Violette, et merci Marie-Rose, et merci au CALP aussi pour l'invitation. D'abord, je suis honoré d'être dans ce panel parce que je pense que déjà on répond à une partie des problèmes soulevés par Marie-Rose. On a une représentante de la société civile, on a un représentant du secteur privé dans ce panel et du secteur académique aussi. C'est déjà du changement que l'on peut identifier, que Marie-Rose a soulevé très justement. Donc ça, il faut déjà reconnaître. Et puis aussi, je voulais remercier pour cet excellent rapport du CALP, parce que l'on voit, lorsqu'on creuse dans les détails du rapport, il y a quelques points qu'a soulevé Marie-Rose justement, qui aussi apportent, ce rapport apporte de la lumière dessus, notamment sur la répartition et la participation des transferts monétaires par rapport au type d'organisation. Je crois que si on lit dans le rapport complet, on arrive à avoir des nuances sur, oui, c'est vrai on voit certaines dynamiques. Les transferts monétaires sont implémentés beaucoup par les UN, beaucoup par les organisations internationales, mais cela ne se produit pas non plus sans la participation des organisations locales, ce qui, je crois, est bénéfique en termes de partnership et de partenariat et puis de capacité locale. Mais juste un point, je vous écoutais et puis je me dis, le changement, c'est vrai, le changement, c'est quoi ce changement? Et je me rappelle ma première expérience avec l'humanitaire, c'était dans les années 90, j'étais en école primaire, j'amenais mon sac de riz à l'école, c'était à l'époque de la famine en Somalie, l'opération sac de riz. Et 30 ans plus tard, voici expert en transfert monétaire et un jour, je m'assois dans une salle, dans un pays qui n'était pas occidental, avec en ligne des codeurs informatiques qui n'étaient pas occidentaux non plus, et pour travailler sur des programmes de transfert monétaire dans un pays en crise. Et je me suis dit, waouh, le changement s'est bien produit quand même en 30 ans. Il y a eu des changements. Et je pense que je vais prendre un peu, juste une minute pour célébrer ça quand même. Si on regarde d'un point de vue d'une perspective historique, il y a eu des changements majeurs. De la naissance de la Croix-Rouge, aux Conventions de Genève, de la création des UN, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et la multiplication des acteurs humanitaires, système de cluster, et aujourd'hui une industrie qui pèse 25 milliards de dollars, les changements se sont produits de manière fondamentale. Et ils se sont accélérés ces dernières années. Et on voit bien avec les courbes des transferts monétaires dans le rapport, cette accélération exponentielle les 10 dernières années, de quasiment rien dans les années 2000 à 17% aujourd'hui de l'aide humanitaire au total. Donc, je pense que c'est vrai qu'il ne faut pas sous-estimer les changements nécessaires, mais aussi, je crois que c'est aussi, on reconnaît, notamment à travers ce rapport, on reconnaît la complexité de sauver des vies et comment c'est complexe. Et ça, je pense que c'est un progrès. C'est pas que les crises soient nécessairement plus complexes. On peut en discuter, elles le sont peut-être certainement, mais je crois aussi qu'on est beaucoup moins candide par rapport à l'aide humanitaire qu'on fournit aux bénéficiaires. Et ça, c'est énormément de progrès. Ça veut dire que oui, il y a des réformes qu'on attend depuis plus de 15 ans et qui se produisent de manière incrémentale, mais à la fois, je crois qu'on est très lucide par rapport aux enjeux que l'on doit poursuivre et que ce rapport soulève. Et je pense que c'est ce qui rend meilleur notre aide humanitaire. Donc maintenant, dans les détails, je vois souvent dans ces rapports, on adresse le donneur, le bailleur de fonds devrait faire ça, où il y a des recommandations qui sont faites aux bailleurs de fonds. Je vais prendre quelques minutes pour vous montrer qu'on vous écoute. USAID, le Bureau des affaires assistance humanitaire, vous écoute. Il y a des changements qui sont produits et je vais prendre 2 minutes pour les soulever, pour vous montrer que c'est potentiellement des catalyseurs de changement dans les transferts monétaires pour les points qui sont soulevés dans le rapport, mais aussi par Marie-Rose. Tout d'abord, il y a eu le lancement du Bureau des affaires humanitaires récemment en juin qui a rassemblé l'ancien bureau Food for Peace et OFDA. Donc ça, déjà, je pense que ça marque, plus que symboliquement, ça marque une réalité d'une approche holistique de l'aide humanitaire, plus centrée sur le besoin des personnes, plus que sur le système humanitaire en tant que tel.
Et on a profité de cette occasion pour refonder un petit peu les lignes directrices. Et en profondeur, ce n'est pas juste une fusion de lignes directrices. Et j'aimerais soulever 3 points qui ont été notamment soulevés sur la localisation, les financements, etc. Dans ces lignes directrices qui ont été publiées en septembre, que vous pouvez retrouver sur notre site pour les applications d'urgence du Bureau des affaires humanitaires, vous trouverez un changement fondamental sur le financement. Maintenant, il est possible d'appliquer pour des projets au-delà de 12 mois, y compris pluriannuels, lorsque c'est justifié par les applicants. Donc ça, c'est déjà une révolution assez fondamentale, je crois. Et on avait déjà commencé à faire ça l'année précédente avec le Népal notamment et d'autres pays. Au niveau de la localisation, on a tout un chapitre qui est consacré à renforcement des capacités locales, qui encourage les applications aussi par les partenaires locaux ou en partenariat avec les organisations locales, ou aussi qui inclut le renforcement des capacités des organisations locales. Et enfin, en termes dans le rapport, il est soulevé qu'il faut qu'on améliore la qualité encore. Il y a des mesures qui sont prises ici aussi sur s'assurer qu'on prend en compte dans les lignes directrices l'analyse des réponses humanitaires, l'intégration de la protection dans les programmes, la réduction des risques et des désastres et les questions environnementales. Donc voilà, donc il y a des progrès qui sont faits dans ce sens-là. Dans la coordination, il y a des choses qui sont faites aussi. Je peux vous assurer qu'avec les autres bailleurs de fonds, on fait le plaidoyer pour qu'il y ait de la prédictibilité et essayer de surpasser ces blocages politiques dans la coordination des transferts monétaires. USAID, le Bureau des affaires humanitaires, est aussi ouvert à différents modèles de distribution et de transfert. On poursuit aussi la construction, la fourniture d'évidences et d'outils. Pour en citer quelques-uns qu'on a aidé à mettre en place, il y avait le Best Practice Guidance for Conducting Cost Efficiency Analysis of Basic Needs Program and the Multipurpose Cash Outcome Indicators. Je suis désolé, je n'ai pas traduit en français ceci. Et enfin, on a aussi un toolkit qui va être bientôt publié. On a updaté notre toolkit avec NetHope sur l'utilisation des paiements digitaux, qui donne aussi des conseils sur quels sont les coûts éligibles par rapport aux transferts monétaires digitaux. Et enfin, on fait partie du groupe de travail sur le lien entre l'assistance humanitaire et la protection sociale. Je vais m'arrêter là, mais on pourra continuer ensuite lors de la discussion à creuser un petit peu plus. Mais voilà, je voulais vous montrer déjà qu'il y a des progrès. Il y a encore des progrès à faire, mais voilà. C'est ce qu'on voulait on voulait au moins répondre aussi un petit peu à ce rapport et vous montrer qu'on prend très sérieusement ces recommandations et il y a des choses qui commencent à se mettre en place. Merci. Merci William. Merci William pour nous montrer ce qui a été fait du côté des bailleurs. Merci surtout pour cette mise en perspective historique. Parce que certainement dans notre métier, nous avons besoin de réflexion sérieuse et de cadre pour cette réflexion, et prendre le recul nécessaire pour effectivement voir comment nous avançons. Et c'est bien de nous rappeler qu'il y a eu des changements entre-temps et des évolutions intéressantes. Qu'aujourd'hui, l'industrie représente 25 milliards de dollars et que 17% de l'aide humanitaire se fait à travers les transferts monétaires. Donc, il y a quand même des innovations parce que justement, au début, on n'avait pas les transferts monétaires et voilà qu'il y a un outil qui prend de plus en plus d'espace et qui contribue à cette idée d'aider les gens à se remettre en place. Et je crois que la chose la plus intéressante, c'est de dire qu'au cours de ces 30 années aussi, nous avons compris la complexité de sauver des vies. Il ne s'agit pas de sauver des vies de n'importe quelle manière ou déposer comment sauver des vies. On comprend qu'il faut prendre en compte beaucoup de paramètres, comme Marie-Rose l'a souligné. Et certainement, on reconnaît que les réformes aussi prennent du temps. Certainement qu'il y a des progrès, il nous faut les reconnaître, il nous faut les analyser et voir comment continuer à construire dessus. Et il faut également savoir qu'il faut du temps au temps pour que les réformes aboutissent. Et la bonne nouvelle, c'est effectivement, au niveau des bailleurs,
qu'on a mentionné au niveau du rapport, d'ailleurs, le rapport le mentionne très bien. Effectivement, si les transferts ont doublé entre 2016 et 2019, c'est parce qu'il y a un intérêt des bailleurs à investir à ce niveau. Et donc, toute cette approche, la question de la localisation, tout ce qui suit les recommandations du sommet humanitaire, donc que des bailleurs, certainement les bailleurs ont un rôle très important et aussi le secteur privé à aider tout ceci à atterrir. Parce que les ONG en général, étant donné que les ONG doivent quand même accepter et répondre aux exigences de certains bailleurs, même quand les ONG font un plaidoyer, même quand les sociétés civiles font un plaidoyer. Donc, les choses arrivent à maturité lorsque les bailleurs sont aussi convaincus et sont embarqués dans la situation. Merci pour la perspective et merci de nous montrer les efforts qui sont faits du côté des bailleurs et merci également moi je crois que c'est la dernière chose, comprendre la complexité de sauver des vies et comment le faire pour permettre aux gens de continuer à se développer et à réaliser leur potentiel. Merci William. Et comme vous l'avez dit, vous allez revenir un peu plus tard dans les discussions et je donne la parole maintenant à Yuma, que j'ai présenté tantôt et qui pourra peut-être dire 2 mots de son travail et très opérationnel comme première organisation au niveau du Sénégal sur les transferts monétaires. Yuma, vous avez la parole. Oui, bonjour. Donc, merci beaucoup de m'avoir convié à ce panel. Désolée, je rencontre quelques soucis de connexion avec mon device, c'est pourquoi ma caméra n'est pas allumée. Jusqu'à présent, ça va très bien. C'est très bon, voilà. Donc, je disais tout simplement que nous sommes quand même une solution de paiement que nous avons lancée depuis 2015, donc la première en Afrique de l'Ouest francophone. Et à l'époque, on avait tout simplement remarqué que, par exemple, pour un jeune entrepreneur qui souhaitait déjà ne serait-ce qu'acheter un bien qui coûtait 500 francs sur Internet, c'était impossible. C'était vraiment avant l'avènement des mobile money. Et bien sûr, pour ce même jeune entrepreneur, s'il décidait tout simplement de créer un site web et de se faire payer des transactions pour pouvoir avoir des revenus stables et pérennes, il lui était encore impossible, par exemple, d'intégrer une solution, un PSP comme PayPal. Donc, fort de ce constat, on s'est dit qu'il fallait une solution vraiment designée pour ces personnes qui sont non bancarisées et qui souhaitent quand même pouvoir faire des transactions financières pour pouvoir tout simplement atteindre leur autonomie financière. Donc, nous avons lancé Paydunia dans ce sens-là et depuis quand même, nous travaillons avec tout type d'entreprises et nous travaillons aussi avec de potentiels gouvernements et ONG. Donc, ce que j'aimerais vraiment dire, c'est que tout simplement, à mon avis, il n'existerait pas de service de transfert d'argent s'il n'y avait pas tout simplement de système privé. Car quand on parle de mobile money, c'est d'abord des opérateurs qui sont présents et qui ont pris l'initiative aujourd'hui de combler le gap qu'il y avait pour pouvoir répondre aux solutions, pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Et donc, en tant qu'acteur d'un service privé, donc je pense que nous avons d'abord un devoir de solutionneur. En effet, nous devons tout simplement être beaucoup plus agiles et bien entendu concevoir et mettre à disposition des solutions pour l'inclusion financière digitale, à la fois pour les transferts d'argent, mais aussi pour permettre que lorsque ces transferts d'argent arrivent, que ce soit pour le bon bénéficiaire, que l'argent ne fasse pas tout simplement aujourd'hui l'objet de détournement ou bien de non-utilisation des fins qui lui ont été dès le départ destinées. Donc, ce que je pense que nous devons réellement apporter comme valeur ajoutée pour tout ce qui est secteur public, c'est de tout simplement aujourd'hui franchir le dernier kilomètre. Il y a déjà des acteurs privés comme les banques qui offrent des solutions. Mais pour les personnes qui vivent dans les milieux ruraux, ils ont besoin de solutions beaucoup plus adaptées à leurs besoins. Et je pense que les paiements numériques, aujourd'hui, ont des conséquences bénéfiques, non seulement sur les individus, mais aussi sur l'ensemble de la société. Car tout simplement, ils permettent aujourd'hui à une personne de pouvoir avoir une meilleure gestion de son argent, de pouvoir avoir une traçabilité de cet argent, de pouvoir tout simplement résoudre des problèmes et de pouvoir le faire, bien entendu, en toute discrétion. Donc, les systèmes de paiement électroniques commerciaux aussi incitent les chefs d'entreprise qui s'ignorent ou qui le savent déjà à réaliser quand même des transactions financières formelles et avec la clé davantage de transparence et bien entendu moins de corruption.
ou autres activités illicites. Le secteur privé est, à mon avis, quand même un acteur charnière dans tout ce qui est transfert monétaire. Et surtout, je veux revenir sur la collaboration avec les acteurs publics qui, quand même, doit être vue, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Yolette, sous un angle d'une réglementation adaptée. Effectivement, les textes de loi prennent beaucoup de temps à pouvoir être implémentés et à pouvoir être mis en œuvre, mais je crois que les acteurs publics et privés ont un rôle de premier plan à jouer dans la promotion de l'utilisation des paiements numériques et bien sûr pouvoir améliorer l'accès au financement des systèmes financiers formels. Donc, et pour que tout ceci fonctionne en bonne adéquation, ça repose bien entendu sur un environnement réglementaire, sur des cadres appropriés pour la protection des consommateurs et bien sûr sur des réseaux numériques solides. Comme je le disais, j'ai parlé un peu des opérateurs qui, eux, doivent mettre quand même à disposition des infrastructures pour que les populations puissent, dès le départ, avoir accès à ces informations. Même si un bailleur de fonds, avec toute sa volonté, décide d'offrir suffisamment de cash pour permettre à un village local d'avoir une économie stable et pérenne, il faudrait que ces bénéficiaires-là puissent quand même avoir l'outil pour accéder à cet argent-là. Et donc, cela, c'est d'abord le travail, je pense, d'un partenariat conjoint entre les acteurs publics et privés. Donc, pour les pays en voie de développement comme le mien, c'est-à-dire le Sénégal, il faut que nous puissions tout simplement repenser des politiques à l'égard des banques et des télécoms de façon à soutenir les services financiers numériques. Et bien sûr, tout ce qui est prestataire de services et banques doivent concevoir des produits qui répondent aux besoins des populations, qui répondent aux besoins des petits entrepreneurs, qui répondent aux besoins de ces mères de famille-là qui souhaitent quand même avoir accès à tout ce qui est mondialisation, globalisation et pouvoir tout simplement être autonomes. Et donc, tout simplement, pour pouvoir améliorer ces écosystèmes-là, nous avons, nous, en tant que secteur privé, ne pas juste tout simplement nous arrêter à ce qui existe, mais tout le temps chercher à innover et à apporter de nouvelles solutions. Et donc, dans ce cadre-là, j'aimerais quand même prendre un exemple, je vais dire clair, de quelque chose qui nous est arrivé tout récemment. Donc, il y a eu un appel d'offres de l'Organisation internationale des migrants. Leur plus gros problème à cet instant-là, c'était que tout simplement, ils n'arrivaient pas à identifier les bénéficiaires. Parce que tout simplement, les bénéficiaires sont des migrants qui n'ont sans doute pas de carte d'identité, qui n'ont même peut-être pas de nationalité parce qu'ils ont dû y renoncer ou autre. Et donc, pour ce besoin bien précis, il fallait par exemple, ils n'ont même pas de numéro de téléphone. Donc, il fallait quand même qu'il y ait une traçabilité du cash. Et nous avons dû, à notre niveau, nous mettre à leur place et se dire, OK, qu'est-ce qu'ils ont? Est-ce qu'ils ont comme des cartes scolaires? Comment vous faites pour les identifier? Est-ce qu'ils ont des parents ou des personnes qui ont un numéro sur lequel on peut leur donner l'argent, on peut leur donner les fonds qu'ils ont besoin pour pouvoir être sustainable, pour pouvoir être tout simplement pérennes dans leur activité. Parce que comme l'a dit Madame Romain Murphy, aujourd'hui, le but de l'aide n'est pas tout simplement d'aider et de continuer à aider, mais c'est d'aider pour que les personnes puissent être suffisamment autonomes pour ne plus en avoir besoin. Et donc, quand on a cette vision-là, quand on vient d'apporter de l'aide à quelqu'un, c'est pour éviter de revenir le mois prochain ou l'année prochaine ou dans 5 ans pour encore apporter la même aide, mais être sûr que ceux avec quoi on les aide, ils puissent tout simplement atteindre une certaine autonomie. Et je crois que c'est là où le secteur privé doit tout simplement venir pour pouvoir travailler en collaboration avec le secteur public, avec les gouvernements, avec les institutions, pour pouvoir trouver des solutions concrètes. Et cela, ça ne peut se faire qu'avec l'expérience des personnes comme Madame Romain Murphy, qui ont déjà l'expérience du terrain, ou des personnes comme l'USAID, qui sont comme de gros bailleurs de fonds, qui savent déjà qu'ils ont les fonds, ils peuvent apporter ça à la population, mais nous devons leur donner le comment. Nous devons être leur instrument pour qu'ils puissent atteindre leur objectif et leur but. Et je crois qu'en tant que secteur privé, ça doit être quand même notre cheval de bataille de voir où sont les besoins, où sont les réels, où est-ce qu'on peut réellement apporter de la valeur et non se dire que nous sommes d'abord là pour faire de l'argent, pour de l'argent. Mais notre responsabilité, c'est de voir que nous avons un impact positif sur l'environnement et que tout ce que nous faisons doit avoir pour objectif de créer de la valeur. Merci, Yuma. Merci beaucoup. Merci, Yuma.
très bien dit. Je crois que vous avez bien expliqué le niveau de coordination qu'il faut et le rôle des différents acteurs, et en particulier ce que vous avez dit en termes de politique à établir. Il ne s'agit pas de prendre une décision ou une autre, ou justement de proposer simplement une solution, mais pour qu'il y ait vraiment un impact durable, il faut que les acteurs jouent leur rôle, il faut que les institutions étatiques jouent leur rôle dans cette partition, et effectivement les bailleurs et les organisations de la société civile pour qu'effectivement le destinataire final, monsieur, madame X dans la communauté, puisse vraiment bénéficier et se développer, et effectivement que cette aide ponctuelle peut l'aider à s'en sortir de façon plus durable. Merci Yuma. Et nous avons notre expert qui va nous encourager dans la réflexion par rapport à l'environnement maintenant, avant d'engager la dernière période sur les questions-réponses et justement certains points de vue entre les différents panélistes. Bon, quant à présent, nous allons écouter plutôt les réflexions de Samantha sur l'aspect environnemental par rapport au transfert monétaire. Samantha, vous avez la parole. Alors, bonjour à tous. Une des bonnes choses de cette crise Covid-19, c'est qu'on peut parler avec des gens qui se trouvent à tous les coins du monde. Donc, c'est fantastique, je trouve. Donc, bonjour, moi, je suis Samantha, je travaille pour le groupe URD. Je suis chargée de recherche sur les questions environnementales, spécialisée vraiment sur le lien entre humanitaire et environnement. Je vais rapidement vous présenter les résultats d'une étude qu'on a réalisée et qui a été publiée hier. Vous pouvez cliquer ici sur le lien pour la télécharger et la lire, sur les implications environnementales des transferts monétaires. Donc, je vais d'abord vous parler des constats un peu généraux et puis après rentrer spécifiquement sur quelques aspects, tout en essayant d'être assez concise. Le premier, c'est que la thématique environnementale est relativement peu présente dans les discours, dans les approches et dans les outils des transferts monétaires. Ça, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a moins de visibilité quand il s'agit des transferts monétaires en tant qu'acteur humanitaire sur les impacts environnementaux des programmes. On a plus de visibilité quand il s'agit de projets en nature, on va dire. Les bénéfices, forcément, en termes d'efficience et de choix pour les bénéficiaires ont été largement prouvés et ont jusqu'à présent un petit peu primé sur une analyse environnementale. Et enfin, il y a un peu un manque d'expertise dans le secteur humanitaire, mais particulièrement dans le secteur DTM sur les questions environnementales. Mais un point très important, c'est qu'il y a une volonté croissante des acteurs DTM d'intégrer ces questions-là, à la fois pour réduire l'empreinte DTM, mais aussi pour maximiser le potentiel environnemental que peut apporter les transferts monétaires. Alors, la question de l'empreinte carbone, elle a été soulevée à maintes reprises. En fait, il y a une idée courante que les TM ont un impact carbone moins important que les autres types de projets. Et en fait, cette équation, elle n'est pas forcément si simple ou si directe. Bien sûr, les TM encouragent l'achat de produits qui sont présents sur les marchés locaux et en ce sens, ça réduit l'empreinte carbone liée au transport, à l'importation de produits, au stockage et à l'acheminement de produits pour l'acteur humanitaire, hein, j'entends. Mais le transport, quand on regarde l'empreinte carbone d'un produit, le transport ne représente qu'une partie très infime de son empreinte carbone. La majorité, c'est lié à la production. Par exemple, pour les produits alimentaires, 80% de leur empreinte carbone est liée aux moyens de production de ces produits. Donc, on voit bien que pour la question de l'empreinte carbone, c'est un peu plus complexe que ça. En ce qui concerne le numérique, ça aussi, c'est quelque chose qui a été soulevé beaucoup. Et bien sûr, les programmes de transfert monétaire impliquent une utilisation importante d'objets connectés, des tablettes, des téléphones, des ordinateurs, etc. Et il faut garder en tête que le numérique représente 4% d'émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Et cette empreinte carbone, elle est essentiellement liée à la fabrication des appareils connectés pour les 3/4 et non à la consommation énergétique, non à l'envoi des transferts par exemple ou à la consommation énergétique des outils. Ce qui nous interpelle particulièrement, à essayer d'être plus vigilants, bon, nous tous en tant que citoyens, mais aussi en tant qu'humanitaires,
vers plus de sobriété numérique, c'est-à-dire d'essayer d'augmenter la durée de vie de nos appareils. La question des déchets également, elle est un peu complexe. En effet, les TM permettent de réduire pour l'acteur humanitaire la quantité de packaging qui est utilisée, tous les cartons, les plastiques, etc. Il y a moins de gaspillage des ressources, moins d'aide qui est revendue et gaspillée. Bon, ça, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur ce sujet-là. Mais pareil, on n'a pas forcément de visibilité en tant qu'acteur humanitaire sur la quantité de déchets qui sont générés par les commerçants ou par les bénéficiaires eux-mêmes, notamment les sachets plastiques qui peuvent être très problématiques dans certains pays. La question des projets Cash for Work, oui, évidemment, c'est une opportunité de mener des projets ayant des bénéfices environnementaux. Ça, on le voit dans plein de pays, la collecte des déchets, la réhabilitation de digues, etc. Mais l'impact environnemental de ces projets-là n'a pas encore été prouvé. Et il y a très peu de projets Cash for Work qui vraiment font objet d'une évaluation environnementale au préalable. Donc voilà, c'est un peu des éléments de réflexion qui peuvent essayer de nourrir le secteur des TM. Bien sûr, l'important, c'est d'essayer de réduire les risques de nos projets. Et ça, on peut le faire grâce à l'intégration des questions environnementales dans les outils même de projet, les outils d'aide à la prise de décision, les études de marché, les évaluations, etc. La conditionnalité, parfois, peut être utilisée pour réduire certains impacts environnementaux. La promotion, par exemple, de foyers améliorés à travers les coupons, quand bien sûr ces foyers améliorés sont sur place, ça peut parfois peut-être limiter l'impact sur la déforestation, l'utilisation du bois. L'échelonnage de transfert a été montré dans certains contextes pour essayer de limiter aussi les impacts environnementaux. Ça a été beaucoup utilisé par le secteur abri, notamment dans la construction d'abris. Un énorme potentiel là, pour les acteurs du TM, c'est d'essayer d'accompagner les fournisseurs et les commerçants pour offrir des offres de produits plus durables. Et ça, il y a quelques ONG qui le font actuellement. Vous pouvez voir le détail dans notre rapport, d'essayer d'accompagner les fournisseurs et les commerçants à utiliser moins de plastique, à vérifier de la qualité et la durabilité des produits. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le secteur humanitaire là, depuis 10 ans environ. Il y a beaucoup de guidelines, beaucoup de working groups qui se sont créés et j'invite vraiment les acteurs des TM à se rapprocher de ces initiatives-là pour ne pas réinventer la roue. Et voilà, donc c'était rapidement quelques pistes de réflexion. Je suis joignable pour toute question email et ici, si vous cliquez sur le lien, vous pouvez avoir plus d'infos, télécharger le rapport. Je vais également organiser prochainement pas un webinaire, mais une petite présentation des principaux résultats un peu plus largement que ce que j'ai pu le faire là-bas maintenant. Mais merci beaucoup pour cette opportunité de partager ces résultats. Merci, merci. C'est à nous de vous remercier, Samantha. Effectivement, cet aspect n'est pas couvert par le rapport, mais nous avons voulu mettre en lumière aujourd'hui à travers la présentation du groupe URD en la matière. Et effectivement, vous avez partagé avec nous beaucoup de pistes, certaines qui avaient une idée largement acceptée que les transferts monétaires pourraient transformer positivement l'impact environnemental de l'aide humanitaire. Donc, vous nous avez montré que ce potentiel reste à réaliser et il y a encore des études pour pouvoir le prouver, à mettre plus de visibilité sur certains points. Et en même temps, vous avez mentionné pour nous quelques pistes, quelques aspects du travail humanitaire sur lesquels il faudrait un petit peu se concentrer pour effectivement arriver à ce potentiel pour que les transferts monétaires aient un impact beaucoup plus intéressant sur l'environnement. Et donc, je recommande vivement à tous de lire votre rapport. Et là encore, peut-être, je laisse l'espace pour les questions-réponses, pour l'interaction avec le public qui est là avec nous si nombreux. Et peut-être que Samantha, vous aurez l'occasion d'approfondir plus directement à partir des questions qui viendront du public. Donc, merci aux panélistes qui ont été totalement brillants et qui ont apporté des éclairages très intéressants sur le rapport
ou à partir de leur expérience et ou à partir de ce qu'on voulait avoir de la part des différents acteurs. Donc, vraiment, ça a été de très riches contributions qu'on va essayer de continuer, mais surtout qu'on va, avec les références, continuer à approfondir avec les différents panélistes. Donc, je commence à regarder les questions et une des questions intéressantes porte à nouveau sur la coordination. Et c'est une question qui On ne t'entend plus, Violette. OK, merci. Donc, je reprends la question de Karim qui dit « Quelle est l'analyse des panélistes sur les raisons de la faiblesse de la coordination? Pourquoi ça dure et ça ne s'améliore pas? » Donc, cette question est lancée aux différents panélistes et je ne sais pas qui est-ce qui va essayer de répondre. Je peux essayer si vous voulez. D'accord. Merci, William. Encore une fois, je pense qu'il faut, merci pour la question, il faut regarder dans les détails ce qui a été accompli et ce qui reste à accomplir, n'est-ce pas? Et je pense que lorsqu'on analyse la question en profondeur, on voit qu'au niveau sectoriel, il y a des progrès qui ont été faits. Il n'y a pas un seul secteur maintenant, ou quasiment pas, qui n'a pas un groupe de travail sur les transferts monétaires, que ce soit en protection, que ce soit en shelter, que ce soit en wash, en eau et assainissement. Donc, chaque secteur quasiment a amélioré sa coordination en ayant des groupes de travail. Maintenant, la question, c'est le cash multisectoriel. Et ça, c'est vrai qu'il y a encore des progrès. C'est pour ça que les bailleurs de fonds appellent à une meilleure prédictibilité des moyens de coordination, parce qu'il y a encore des blocages à ce niveau-là, parce que ça questionne les fondements du système humanitaire tel qu'il a été mis en place initialement, c'est-à-dire sectoriel. Donc, il y a un plaidoyer qui est fait pour essayer de réformer ça. Néanmoins, je voudrais dire qu'il ne faudrait pas s'arrêter à ça. Il y a un autre point sur lequel on peut tous travailler. Si on ne peut pas inviter les gens à s'asseoir autour de la table, donnons la parole aux gens. Et ça, c'est la communication avec les communautés. Et je crois qu'on a tendance à sous-estimer le pouvoir que l'on a de faire plus participer les bénéficiaires à la prise de décision, les organisations locales, le secteur privé, via la communication avec les communautés. Souvent, on arrête souvent ça à la hotline, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est offrir la voix aussi au gouvernement, aux autorités locales, aux non-bénéficiaires. Donc, moi, je vous invite d'une certaine manière, on continue à travailler à ces blocages qu'il y a par rapport à la coordination multisectorielle et en attendant, renforçons encore la communication avec les communautés. C'est là où on arrivera d'une manière ou d'une autre à faire progresser ces questions de coordination. Merci. Merci, William. Marie-Rose, vous voulez ajouter quelque chose? Voilà ce qui arrive lorsqu'il s'agit, je pense, de coordination. En général, il y a cette idée que, d'une manière naturelle, les gens veulent former des partenariats. En fait, la réalité de notre humanité et de la manière dont nous avons tendance à fonctionner, et surtout dans certains contextes culturels, c'est qu'il y a beaucoup de compétition et que nous sommes, nous, en tant qu'êtres humains, nous avons tendance à avoir des attitudes qui sont très territoriales. Et je pense que, et j'essaie d'être direct, je ne suis pas intéressée à offenser les gens, mais je pense qu'il faut aussi que nous soyons très lucide lorsqu'il s'agit de la réalité de tout ça. Donc, je pense que, et aussi, il y a un autre facteur qui est en jeu. C'est que dans le secteur humanitaire, dans le secteur de l'aide internationale et tout ça, il y a cette idée que c'est un but non lucratif. Mais en fait, c'est quelque chose qui peut être un handicap. Un handicap dans la mesure que pour une organisation ou bien une institution privée, bon, naturellement que ça doit faire un profit. OK?
Donc, naturellement, qu'ils doivent, ils identifient leurs clients et leurs clients qui leur apportent de l'argent doivent pouvoir bénéficier et aimer leurs produits. Dans le contexte de l'aide internationale, le problème, c'est que en pratique, en théorie, les clients, c'est les communautés. Mais en pratique, les clients sont vraiment les donateurs et les bailleurs de fonds. C'est la manière dont ça fonctionne. Donc, le problème avec tout ça, c'est que, en fait, il y a une confusion. Et non seulement il y a une confusion, parce que les acteurs, que ce soit les organisations des Nations Unies, que ce soit les boîtes d'ONG qui contrôlent de plus en plus les choses, répondent aux donateurs. Et en fait, les donateurs doivent, en principe, devraient en principe essayer d'une certaine manière d'imposer un certain mandat lorsqu'il s'agit de collaboration qu'il devrait y avoir. Mais pas d'une manière vague, mais d'une manière vraiment spécifique qui est connectée, c'est-à-dire à la performance et à la capacité des acteurs à recevoir des fonds et à pouvoir renouveler leur accord avec les donateurs. Parce que sinon, ça ne se fait pas d'une manière naturelle. Il y a un besoin de leadership, il y a un besoin de structure et il y a un besoin de structure d'une manière décisive qui demande des débouchés et des résultats spécifiques opérationnels. Parce que nous pouvons parler pendant longtemps et nous continuons à parler de choses qui doivent arriver et de choses qui doivent être changées, mais s'il n'y a pas de suggestions très spécifiques et qui sont supportées par certains indicateurs et un suivi à faire, ça n'arrive nulle part. Et je suis d'accord avec William que oui, il y a eu des progrès à travers les 30 ans et que oui, nous avons une industrie de 25 milliards et les TM représentent 17%. Mais en général, voilà ce qui arrive. Parce que lorsque nous regardons le fait que les acteurs internationaux, locaux et nationaux reçoivent près de 3% de ce montant et font beaucoup de travail et n'ont pas le bénéfice d'un support consistant et substantiel. C'est vraiment une industrie et un contexte qui est déséquilibré. Donc, d'une certaine manière, je pense que nous devons regarder, Allô? je sais que, bon, nous pouvons parler du développement, oui, nous pouvons parler du développement de capacités, mais et du renforcement des capacités, qui est maintenant la manière polie de parler des choses. Mais voilà ce qui arrive. C'est une discussion qu'il y a au niveau international. Il y a toutes sortes de programmes pour le renforcement des capacités, mais si nous apprenons à quelqu'un à pêcher, mais que la personne n'a pas accès à l'eau, OK? Est-ce que ça mène nulle part? C'est la question à se poser maintenant. Et je m'excuse d'être aussi direct et avoir un langage aussi fort. Enfin, bon, je ne devrais pas, je ne m'excuse pas. Parce que je pense que c'est essentiel. Nous sommes à une joncture où, pour avoir un changement transformationnel au lieu de superficiel, nous devons pouvoir avoir l'intégrité de poser les questions qu'il faut et de faire face à la réalité du contexte. Donc, merci. Je réalise que c'est une réponse assez compliquée et qui va au-delà de la question, mais je pense que c'est essentiel de pouvoir la poser. Merci Marie-Rose. Je crois que vous avez bien tapé dans le mille parce qu'en parlant de coordination, il faut effectivement voir pourquoi ça ne marche pas. Il faut poser les vraies questions et il faut trouver les modalités pour que la collaboration soit effective. Et dire que la collaboration avance, c'est bien, mais si les vraies questions ne sont pas posées et à temps, eh bien, cette coordination ne sera jamais effective. Merci pour cette approche de la question. Et Yuma,
On aimerait bien entendre votre point de vue aussi sur la question comme opérateur et effectivement en tenant compte de ce que Marie-Rose a souligné. Effectivement, les acteurs ont des intérêts et il est important de jouer de la transparence, de la reddition de comptes, mais effectivement que les modalités soient clairement établies entre les différents acteurs pour une vraie collaboration et coordination. Yuma? D'accord. Merci beaucoup, Yolette, pour la question. Donc, moi, je vais donner mon avis en tant que néophyte et surtout de la lecture que j'ai du marché. Je vais être beaucoup plus pragmatique. C'est que tout simplement, dès l'instant où on parle de collaboration, il faut peut-être s'inspirer un peu du milieu des télécoms, où lorsqu'il a fallu mettre en place l'interopérabilité, mettre en place des régulations pour pouvoir éviter les fluctuations du marché et autres, il fallait prendre en fait une agence tierce qui n'était pas partie prenante et qui allait être quand même le garant ou le référent de tout le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, pour réellement solutionner le problème, pour éviter que, par exemple, la coordination soit du domaine de, par exemple, telle ONG ou du domaine de telle association, il faudrait carrément prendre quelqu'un qui n'a pas d'intérêt là-dedans et lui confier comme mission, en fait, d'être sûr que cette coordination est bien mise en œuvre. Bien sûr, pour en revenir sur ce que Marie-Rose a dit tout à l'heure, j'ai déjà eu un peu d'opportunité de faire du bénévolat pour l'USAID, qui a été, on va dire, subventionné par l'USAID. Et donc, concrètement, ce que j'ai vu, c'est qu'il faut... bon, ce n'est pas du bénévolat, mais j'ai été comme subventionnée par un de leurs programmes. Et donc, en tant qu'entrepreneur, mais ce que j'ai vu, c'est que le suivi était vraiment l'un des plus gros problèmes. Parce que dès l'instant où tu vas déposer un projet, tout simplement, tu viens en tant que bénéficiaire, tu dis que ce projet-là, c'est pour monter une entreprise qui doit aider ma communauté, qui doit avoir des impacts sociaux à hauteur de tel et tel et tel. On vous donne l'argent, mais derrière, vous ne produisez pas de résultats probants. Malgré que leur business, enfin, leur modèle soit très efficient dans le sens où il y a des milestones, des différentes étapes. Au lieu de débourser tout en un coup, il y a toujours des personnes qui passent entre les mailles du filet. Et donc là, je crois qu'il faut réellement des acteurs peut-être comme le CALP ou bien des privés qui, eux, vont tout simplement avoir ces outils de suivi, ces outils pour traquer ces bénéficiaires, ces outils pour pouvoir mesurer en fait les résultats. Parce que notre plus gros problème, ce ne sont pas de décaisser l'argent, même si des fois les bailleurs ne nous obligent pas à avoir l'argent. C'est tout simplement qu'une fois que cet argent est décaissé vers le bénéficiaire, qu'ils ne prennent pas peut-être $10 000 pour aller s'acheter une voiture, mais que ça revienne à la communauté. Et ça, c'est vraiment en fait un long processus qu'il va falloir peut-être refaire des focus group, échanger dessus, mais une des pistes de solution que je suggère, c'est qu'il y ait une tierce personne qui va se charger de mettre en place des indicateurs clairs et de pouvoir, en fait, à partir de ces indicateurs, nous sommes sûrs que voici l'impact que nous recherchons, voici le résultat, voici sur quelle période ce résultat doit être produit. S'il ne l'est pas, qu'il y ait des raisons claires, une analyse claire pour que ça ne se reproduise plus. Et en fait, j'espère, dans 50 ans, que l'aide humanitaire telle que nous la voyons aujourd'hui va complètement disparaître et qu'il y aura en fait des entreprises qui vont réellement avoir des valeurs ajoutées, qui vont impacter les communautés et non tout simplement chaque fois revenir pour tendre la main. Voilà. Je pense qu'effectivement, avec ces questions, on a eu des pistes et des réponses intéressantes qu'il va falloir continuer à approfondir. Et je crois que c'est plutôt l'orientation. C'est l'orientation d'avoir des pistes concrètes, des propositions concrètes pour aller au fond et avancer dans la solution réelle. Je crois que malheureusement, il y a plusieurs questions, mais on ne va pas pouvoir conclure, répondre à toutes les questions, enfin, à répondre aux autres questions, étant donné que nous sommes arrivés au bout de notre débat. Mais je crois que l'essentiel, c'était effectivement de solliciter cet engouement pour aller lire le rapport qui nous permettra d'avoir des références communes. Et nos 4 experts nous ont fait des contributions extrêmement importantes et fructueuses et profondes pour pouvoir continuer cette réflexion. Voilà un outil, nous le reconnaissons tous, qui a un potentiel transformateur et qui va dans la direction d'appuyer la dignité des gens et d'appuyer l'autodétermination des gens, mais il nous faut continuer à faire ce suivi que Yuma a mentionné,
à monitorer les impacts pour pouvoir améliorer cet outil pour qu'il donne tout son potentiel. Donc, et je vais passer la parole à Nathalie pour les derniers mots, mais j'ai été vraiment ravie de participer à ce panel. J'ai beaucoup appris et Marie-Rose, Yuma, William, Samantha, je vous remercie beaucoup et bien sûr, le public, toutes ces personnes qui sont restées là à écouter et qui ont aussi apporté leur contribution sur le Q&A parce qu'il n'y a pas que des questions, il y a aussi des commentaires que nous allons continuer à regarder et à prendre en compte. Mais Nathalie vous le dira, bien sûr que cet enregistrement sera à la portée de tous et on va encore continuer en avant. Merci pour cette initiative de présentation en français, comme l'a dit tantôt Marie-Rose, parce que très souvent, les documents sont présentés en anglais et nous n'avons pas le temps d'approfondir toutes les nuances et dans les langues, dans les pays francophones. Donc, sur ce, encore merci et je passe la parole à Nathalie pour le dernier mot. Merci beaucoup, Yolette. Merci à tous nos panélistes. Aujourd'hui, je crois qu'on a eu une discussion très riche. C'est passé beaucoup trop vite. Il nous aurait fallu une deuxième session, au moins pour les questions et pour aller plus loin sur tous les sujets que vous avez abordés. Mais je pense qu'on a eu quelques messages très forts et j'ai beaucoup aimé la note finale de Yuma sur les perspectives dans 50 ans. Je pense que c'est un horizon vraiment souhaitable. Sur lesquels on doit tous travailler pour essayer de l'atteindre. Merci beaucoup Samantha pour la présentation du rapport en exclusivité. On attend le partage et s'il y a d'autres occasions de le présenter, n'hésite pas à ce qu'on partage l'information à notre niveau. Merci beaucoup à Marie-Rose, William, Yuma et évidemment Yolette. On était sur 3 continents aujourd'hui et merci à tous les participants d'avoir enrichi les réflexions. On a essayé de répondre aux questions un peu en parallèle par écrit. On sait qu'il y en a beaucoup d'autres. On est désolé de ne pas pouvoir répondre à tout. Mais merci beaucoup pour votre participation active et pour votre intérêt. Et comme l'a dit Yolette en début, ce rapport, c'est un point de départ. Ce n'est certainement pas une arrivée. Donc, rendez-vous très régulièrement et d'ici 2 ans pour faire aussi un nouveau bilan en espérant qu'on ait fait beaucoup de progrès sur les différents axes discutés aujourd'hui. Merci à tous, bonne fin de matinée, d'après-midi pour vous tous et au plaisir d'échanger à nouveau très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.